RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le Grand Journal. Il est 12h partout au Sénégal ainsi qu'en temps universel. Au sommaire du journal, les sueurs froides des passagers de la chaloupe Kumba Castel entre Dakar et l'île de Gorée. Le bateau est tombé en panne en pleine traversée la nuit dernière. Les usagers revenus de leur frayeur réclament le renouvellement de la flotte de la liaison maritime Dakar-Gorée. Pénurie d'insuline au Sénégal, le médicament indispensable à certains diabétiques introuvable dans les pharmacies. Pourtant, des fabricants se disent disposés à produire l'hormone injectable localement. Aïd el-Fitr, vendredi ou samedi, réponse ce soir. Les commissions chargées de scruter le croissant lunaire se réunissent au crépuscule. Journée nationale des talibés ce 20 avril, un prétexte pour nous intéresser à la situation des enfants. Dans notre rubrique Point de vue, justement, nous nous arrêterons toujours sur la problématique de la mendicité au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. La chaloupe assurant la navette Dakar-Gorée est tombée en panne hier en pleine mer. Avec à son bord plus de 200 personnes, des passagers rencontrés se plaignent de cette situation devenue récurrente. D'autres craignent même pour leur vie, raison pour laquelle ils veulent que la chaloupe soit renouvelée pour éviter une catastrophe maritime. L'État du Sénégal est interpellé. Reportage Oumou Kalsoumli. Il est 10h à l'embarcadère de Dakar. Quelques passagers sont à bord de la chaloupe. Destination, l'île de Gorée. Ndeiba, commerçante, attend la prochaine chaloupe. Cette dame a passé hier des heures dans le hall de l'embarcadère. Le motif, une des chaloupes est tombée en panne. On avait honte. Il y avait toutes les nationales qui étaient là. Ils n'étaient pas au courant que le chaloupe était en panne. Tu vois, c'est honteux. On a perdu beaucoup d'argent. On est des vendeurs sur l'île de Gorée. Il y a depuis ça fait quelques temps. Le truc, ça tourne comme ça. Et c'est pas la première fois? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Nous-mêmes, on a des problèmes. Quand on rentre dans la chaloupe, il n'y a pas de sécurité. Momar Diallo, lui, travaille comme guide à Gorée. Tout le temps, il fait la navette entre Dakar et l'île. Hier, il avait de la peine pour rallier Dakar à cause des perturbations notées sur la navette. Hier, on a dû rester ici pendant des heures. Il y avait même quelques-uns qui devaient prendre la chaloupe de 11 heures. Mais ils sont restés ici jusqu'à midi ou bien même 14 heures. Ça pose problème. Et nous qui travaillons au service du tourisme, ça nous bloque également. Donc les gens même avaient de la peine pour entrer. Il y en a même qui sont retournés à la maison. Mais le problème en est qu'il faut qu'il y ait, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, il faut qu'ils nous donnent plus de sécurité parce que la chaloupe là n'est pas rassurante. Selon ces passagers rencontrés, ces perturbations sont souvent notées sur l'axe Dakar-Gorée, d'où l'urgence de prendre à bras le corps l'aspect sécuritaire. Normalement, l'État doit réagir parce qu'en ce moment-là, nous-mêmes, on a des problèmes. Il n'y a pas de sécurité. Nous avons contacté les responsables de la liaison maritime Dakar-Gorée qui n'étaient pas disponibles ce matin mais qui nous promettent de nous revenir dans la journée pour la réaction de la liaison maritime Dakar-Gorée sur cet incident. Toujours dans ce chapitre, l'évacuation des femmes en travail ou des malades en détresse constitue un véritable casse-tête pour les insulaires de Kafountine obligés de faire face à l'absence totale de logistique et une carte sanitaire quasi inexistante. Pour leur venir en aide, des partenaires leur ont leur ont octroyé une logistique d'évacuation sanitaire pour assurer la navette entre les zones insulaires et la terre ferme. La cérémonie de réception d'une ambulance pirogue a été le cadre choisi par le maire pour faire un plaidoyer en faveur de l'érection du poste de santé en centre de santé. Lamine Ba. Le défaut de prise en charge sanitaire continue de s'identifier comme le principal casse-tête des insulaires de Casamance en général, mais ceux de Kafountine en particulier. Les femmes en travail et les malades en détresse sont les premières victimes de cette situation, explique Bourama Fabouré, infirmier chef de poste de Kafountine. Dans les îles, il n'y a pas un personnel qualifié. Au moment où nous parlons, il n'y a même pas de maternité rurale. Comme vous savez, des fois les accouchements, ça tombe la nuit et que pour évacuer la femme vers au niveau du poste, c'est des problèmes. Donc on a eu vraiment des fois
fois des difficultés par rapport à ça parce que des fois on tombe sur des pré-éclampsies, donc des fois des accouchements avec dystocie. Donc tout ça c'est des problèmes. En guise de solution transitoire au problème d'évacuation sanitaire des insulaires de Bliss-Caroun, un partenaire dénommé Tasni a mis à leur disposition une pirogue ambulance. Le responsable du projet a annoncé des investissements dans les îles dans le cadre de l'élargissement de la carte sanitaire. Paul Nikimanga, membre de l'ONG. Il y aura aussi la construction des maternités dans les îles citées plus haut et les équipements et les cases de santé aussi. Aujourd'hui, la première activité, c'est déjà la mise en place d'un service d'évacuation. Le maire présent à la cérémonie de réception de la pirogue ambulance s'est félicité de cet acquis avant de suggérer une solution plus structurelle au défaut de prise en charge sanitaire des insulaires. David Diatta. Nous sommes toujours à un niveau de poste de santé. Vu le poids démographique de la commune, vu les activités économiques qui attraient les gens dans la zone, je plaide pour que le centre de Kafountine soit ouvert et fonctionnel. Les insulaires, représentés en masse à la cérémonie de réception de la logistique, ont invité les autorités en charge des questions sanitaires à davantage renforcer les actions publiques de santé en direction des îles de Kafountine. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le maire de Kafountine a saisi l'occasion de cette remise de matériel pour exiger des organes de contrôle de l'État l'audit du marché d'équipement du centre de santé estimé à plus de 100 millions de francs CFA, mais jamais exécuté dans les faits. Le maire accuse les gestions précédentes des équipes à la tête de l'institution municipale. David Diatta, maire de Kafountine avec Lamine Ba. Il faudra que l'on en parle. On a besoin d'un diagnostic sérieux. Et nous avons besoin de savoir parce qu'en réalité, il y a un investissement de plus de 100 millions pour l'équipement du centre de santé pour qu'il soit fonctionnel. Jusque-là, c'est le flou total. Il faudrait que l'on nous explique pourquoi l'équipement sanitaire pour que le centre de santé de Kafountine soit fonctionnel, qu'est-ce qui a fait que l'équipement sanitaire n'est pas encore disponible alors qu'il y a eu un financement de plus de 100 millions. Nous demandons l'audit de l'équipement sanitaire du centre de santé de Kafountine. Nous nous mettrons face à la population pour que chacun essaye de prendre ses responsabilités parce que sinon, ça devient un acte criminel. Le fait d'avoir des urgences comme ça et qu'il y ait des gens qui fournissent des efforts pour assurer la situation sanitaire des populations dans la commune et qu'il y ait ce genre d'acte, c'est inadmissible. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant à la journée nationale du talibé au Sénégal. Le talibé rime avec mendicité et de plus en plus, les talibés sont nombreux à chaque coin de rue et leur sécurité est menacée. Des mesures ont été moult fois prises, mais c'est en vain selon beaucoup de Sénégalais. D'aucuns pensent qu'il faut davantage en prendre et appuyer surtout les sérignes d'Ara. Reportage à l'occasion de la journée nationale sur les talibés, donc Nafissatou Silla, que nous retrouverons dans un instant. Passons maintenant à la région de Kédougou, où un violent incendie a ravagé le quartier Fabela de Bantako ce matin. Plus de 200 cases que l'on appelle communément Niafa sont partis en fumée. Les dégâts essentiellement matériels sont estimés à plusieurs millions de francs CFA. La gendarmerie de proximité de Mako a ouvert une enquête. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, la CONACOC, s'est réunie ce soir pour scruter le ciel. Si le croissant lunaire apparaît, la fête de Korité sera célébrée demain. Autrement, ce sera après-demain, samedi. La coordination des musulmans du Sénégal se réunit, elle aussi, ce soir pour scruter le croissant lunaire. Soulignons que l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, l'ASPA, a fait savoir à travers un communiqué publié hier que la lune ne sera pas visible à l'œil nu ce soir. Restons avec la Korité. En cette veille d'Aïd el-Fitr, les prix de l'oignon et de la pomme de terre sont abordables au centre de regroupage des produits alimentaires de Potou. Les revendeurs ont pris d'assaut ce lieu de commerce et viennent
donc de partout pour s'approvisionner. Nafissatou Ndiaye, qu'on va retrouver dans un instant, même si les prix arrangent les clients, les producteurs disent ne pas s'en sortir. Nafissatou Ndiaye également, que nous retrouverons dans un instant. Est-ce que Balla Gaye est en place? Pape Balla Gaye dans le département de Mbacké, où la Croix-Rouge soutient les populations démunies. Plus d'une trentaine de kits alimentaires sont distribués pour la fête de Korité. Comme chaque mois de Ramadan, les populations rivalisent d'ardeur avec les actions sociales, des dons et distributions de ndogu. Dans le département de Mbacké, au-delà du secourisme, la Croix-Rouge n'est pas en reste dans cette nouvelle politique sociale. Fatou Mbodj, adjointe au président de la commission sociale de la Croix-Rouge de Mbacké. Nous donnons des enveloppes aux démunis pour préparer la fête de Korité. C'est le fruit de nos cotisations. Nous appelons les bonnes volontés à agir assez souvent. Nous sollicitons la construction de notre siège et une ambulance. Septième édition du genre, plus d'une dizaine de bénéficiaires ont été recensés, souligne le secrétaire général de la Croix-Rouge départementale, Mamadou Diop. Donc 2 ans après, on est à 20 bénéficiaires. L'année passée, 25. Cette année, on est à 30. Donc au fur et à mesure, le nombre de bénéficiaires augmente, mais les enveloppes aussi augmentent de somme. Cela veut dire qu'il y a donc une motivation, un engagement hors pair au niveau des volontaires, mais au niveau aussi de notre président. Des actions sociales venues au bon moment notent ces bénéficiaires. C'est une bonne chose, la Croix-Rouge nous soutient beaucoup. Il faudrait suivre les pas de la Croix-Rouge. C'est la seule solution pour qu'il y ait de la transparence dans la distribution des aides sociales. Les services départementaux de l'action sociale associés dans les choix, Ousmane Beng, directeur du centre de promotion et de réinsertion de Mbacké, estime que c'est le meilleur moyen d'assister les groupes vulnérables et de les identifier. Ça va impacter sur les indicateurs parce qu'actuellement on est dans une gestion accentuée sur les résultats, ce qu'on appelle les actions axées sur les résultats. Donc ça va nous permettre de booster nos indicateurs, de voir là où il y a des problèmes et ensuite agir en fonction maintenant des aléas. Les actions sociales démultipliées en période de Ramadan, les nécessités invitent les bonnes volontés à poursuivre ces actions dans la durée. Papa Balla Gaye, Mbacké, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. L'insuline Novomix en rupture dans les pharmacies depuis plus d'1 mois. Le Novomix est indiqué dans le traitement du diabète. Notre reporter a fait le tour des officines. Les vendeurs confirment la rupture mais refusent de se prononcer. Salimata Aou. Derrière la caisse, cette vendeuse dans la pharmacie aide une patiente à lire son ordonnance. Interpellée sur l'absence dans les rayons de l'insuline Novomix, sans hésiter, elle affirme qu'elle est en rupture depuis plus d'1 mois. Non loin de là, une autre pharmacie. Cette femme confirme la pénurie mais ne veut pas en dire plus. Extrait. L'insuline Novomix en pénurie dans presque toutes les pharmacies est utilisée dans le traitement du diabète. Une rupture qui peut être fatale aux malades. Pour le moment, personne n'est informé. Les vendeurs de pharmacie préfèrent ne pas se prononcer. Novomix dafa nekk en rupture, n'est-ce pas? Depuis quand? Cette situation serait due à des tensions notées sur le marché. Pour ce qui est de l'approvisionnement, les pharmaciens réunis autour de l'Association sénégalaise de l'industrie pharmaceutique exigent la corrélation pour parer à d'éventuelles ruptures. Une de leurs unités fait notamment fabrique de l'insuline. Écoutons Dr Aziz Sissé au micro de Koumba Sandiane Faye. Ce n'est pas un phénomène ponctuel, ça arrive de temps en temps. Donc il y a quelquefois des tensions et des difficultés d'approvisionnement du marché donc, en termes d'insuline. Mais justement, une des façons de pouvoir résoudre définitivement ce problème, c'est de mettre en place la corrélation. Parce qu'il y a un de nos membres, West Africa Pharma, qui fabrique de l'insuline. Aujourd'hui, si West Africa Pharma était privilégié pour approvisionner le marché sénégalais en insuline, elle prendrait toutes les mesures pour assurer des stocks de sécurité pour que ces ruptures n'arrivent plus. Donc nous sommes vraiment porteurs de propositions et de solutions concrètes
pour pouvoir arriver à la souveraineté pharmaceutique dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de sécurité. Revenons maintenant sur la journée nationale du talibé au Sénégal, célébrée aujourd'hui, 20 avril. Talibé rime avec mendicité et de plus en plus les talibés sont nombreux à chaque coin de rue et leur sécurité est même menacée. Des mesures ont été moult fois prises mais c'est en vain selon beaucoup de Sénégalais. D'aucuns pensent qu'il faut davantage en prendre soin et appuyer surtout les Serigne Dara. Nafissatou Silla. Le constat est là. Les talibés sont partout et à toute heure. Et Siga Gueye s'en offusque. Elle évoque la sécurité de ces jeunes enfants. À tout instant, on voit les talibés errer en train de mendier. Quand j'étais enfant, on voyait les talibés que le matin ou pour le déjeuner à midi. Mais maintenant, jusqu'à 20h, on croise des talibés. J'ai peur pour leur sécurité. Siga est gérante de multiservices sur l'avenue Bourguiba et elle voit défiler les talibés tout le temps et parfois dans des situations douteuses. À des heures où on a peur de sortir la nuit, on est obligé parfois même de les chasser. Et souvent, ils sont accompagnés par une grande personne qui encaisse l'argent mendié. Ils sont là jusqu'à 22h. L'État du Sénégal a plusieurs fois posé des actes pour sortir les talibés de la rue. Des tentatives restées vaines et nombreux sont ceux qui pensent qu'il faudrait en faire davantage, comme Fatou Sow ou Bambandong. Le gouvernement doit davantage s'investir pour lutter contre la mendicité des talibés. Il faut au moins, à mon avis, parler avec les Serigne Dara. Il faut aider les Serigne Dara qui n'ont pas d'autres alternatives que de laisser les talibés mendier. Ils n'ont pas le choix. Moi, j'en sais quelque chose. Pour avoir fréquenté un Serigne Dara, l'État doit persévérer. La lutte contre l'errance des talibés est un vieux dossier soldé de plusieurs échecs pour ce qui est du retrait des talibés et l'interdiction de la mendicité, même si on note bien que des appuis ont été apportés au Serigne Dara. À Bambey, le village de Barindondol ne veut plus voir ses enfants traîner dans les rues des grandes villes. La communauté veut mettre un terme à l'exode rural. Les populations ont donc créé un marché et appellent maintenant l'État à construire une route pour désenclaver le village. Babacar Diouf. Dans les grandes villes, elles ont en charge les travaux ménagers. Les plus jeunes sont dans tous les coins de rue comme marchands ambulants. À Barindondol, les populations ne veulent plus de cette vie précaire. C'est vraiment pour fixer les femmes à rester au village et aussi diminuer l'exode rural parce que toute la jeunesse du village est partie à Dakar à la recherche de quelque chose pour amener sa famille. Et cette jeunesse reviendra, Inch'Allah, quand le marché marchera, reviendra ici dans le village et travaillera. Ce marché est un frein à l'exode rural, mais il permettra aussi de créer des activités génératrices de revenus. La création de ce marché nous permettra, nous les villageois de Barindondol, de booster nos revenus. Et, par exemple, une maman qui partait à Dakar pour gagner quoi donner à sa famille, aujourd'hui avec la création de ce marché, ça lui permettra de gagner peu de marchandises, de l'installer sous sa cantine et ainsi gagner quelque chose de revenus et aller aider. Un projet dont la réussite dépend pour beaucoup du désenclavement de la localité. Ça fait 12 km. Partant de l'école vers Bambey, ça fait 12 km. Et au temps de l'hivernage, vraiment, pour accéder à Bambey, nous, on vire contourne par Sessène, on passe par Ngoy, ensuite pour rejoindre Bambey. Et c'est très difficile. Donc, nous lançons un appel aux autorités. Venus des villages de Bakakak, Ndalan, Kourtik, Kadiak, entre autres, les populations ont vendu et acheté les produits de leur choix. Bambey. RFM Babacar Diouf. Avant de clore la première partie de cette édition, cette information, au lendemain de l'acquittement de Sitor Ndour par la chambre criminelle de Dakar dans l'affaire du présumé viol, l'avocate de la plaignante a interjeté appel ce matin. Maître Ndeye Fatou Touré estime que le droit n'a pas été dit dans cette affaire. L'ex-directeur général du COUD a été acquitté au bénéfice du doute. Lors de l'audience, le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre Sitor Ndour, qui a recouvré la liberté hier soir. RFM. L'actualité internationale.
Le journal Inter avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. On commence avec le Soudan. Les combats secouent la capitale alors que les habitants tentent de fuir. De nouveaux tirs nourris ont été signalés ce matin à Khartoum. Les combats ont fait des centaines de morts en 6 jours. Le point avec Anna Rocha. Depuis samedi dernier, les habitants de Khartoum n'ont eu aucun répit. Cela fait 5 jours que l'armée régulière multiplie les frappes aériennes sur les positions des forces armées soudanaises, désormais considérées comme des rebelles par l'état-major. Les paramilitaires répondent avec des canons anti-aériens et des tirs à l'arme lourde, rapporte le correspondant du journal Le Monde à Khartoum. Les civils essayent donc de fuir les combats. Pour la première fois de son histoire, la capitale soudanaise se vide de ses habitants. Un FSR annonce la création d'un numéro d'urgence pour évacuer les civils en détresse. Pourtant, au même moment, leurs soldats continuent de piller des habitations, d'arrêter des habitants et utiliser certaines maisons comme centre d'opération. Près de 300 personnes ont déjà été tuées dans les affrontements et plus de 3000 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, sur les 59 hôpitaux de Khartoum, 39 ne sont plus opérationnels. 320 militaires soudanais fuyant les combats ont traversé la frontière dimanche et se sont rendus à l'armée tchadienne. Une annonce hier du ministre tchadien de la Défense lors d'une conférence de presse. Selon le général Daoud Yahya Brahim, il s'agit de gendarmes, policiers et militaires qui ont peur d'être tués par les paramilitaires. Encore une attaque meurtrière au Burkina Faso. Plus d'une vingtaine de personnes tuées, des supplétifs civils de l'armée pour la plupart. Selon des sources de l'agence France Presse, des djihadistes présumés avaient ciblé 2 localités dans le centre-est du pays. Koumba Sandiane Faye. Des groupes terroristes ont perpétré une attaque dans la localité de Zekézé, un village de la commune de Bitou, auprès des frontières togolaises et ghanéennes. Selon un responsable local, le bilan provisoire de l'attaque est de 16 volontaires pour la défense de la patrie et de 4 civils tués. C'est ce qu'a ajouté le responsable en précisant que plusieurs volontaires appelés VDP étaient toujours introuvables. Il dit même craindre que le bilan soit plus élevé. Il a par ailleurs affirmé que plus d'une dizaine de terroristes ont été tués lors de la riposte à l'attaque. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque, assurant qu'un bilan officiel sera communiqué ultérieurement. Un responsable local des VDP a également confirmé cette attaque, ajoutant qu'au moins 4 autres supplétifs avaient été tués dans la même région du centre-est à hauteur de la localité de Yurgungin lors d'un deuxième accrochage au cours duquel une dizaine de terroristes ont été tués. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bintou, demandant plus de sécurité pour les populations à travers le déploiement des forces de sécurité en appui au VDP. Depuis leur création en décembre 2019, les VDP qui interviennent aux côtés des forces armées payent un lourd tribut dans la lutte contre les djihadistes. Entre samedi et dimanche, 32 de ces supplétifs et 10 soldats ont été tués lors de 2 attaques dans le nord du pays. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'état militaires en 2022, et les violences ont fait en tout plus de 2000 morts, civils et militaires, selon les ONG, et quelques 2 millions de déplacés. En Tunisie, le chef du parti Ennahda a été placé hier sous mandat de dépôt. Rached Ghannouchi a été arrêté lundi sur la base de déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés. Au Yémen, au moins 79 personnes ont été tuées, plus d'une centaine de blessés dans une embuscade à Sanaa, la capitale, aux mains des rebelles houthis. Selon RFI, 85 morts et 322 blessés. Selon Voice of America, c'était lors d'une action caritative organisée dans le quartier de Bab el-Yémen. Les organisateurs de l'événement ont été arrêtés. La guerre en Ukraine, pour terminer, le secrétaire général de l'OTAN en visite surprise à Kiev ce jeudi. C'est la première visite de Jens Stoltenberg dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'offensive russe il y a plus d'1 an. Merci Georges Détié-Diop, 12h24 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Ce 20 avril, journée nationale du talibé, notre rubrique Point de vue s'arrêtera donc sur la problématique de la mendicité au Sénégal, notamment la mendicité des enfants. Et pour en parler, nous serons avec Mme Diegui Diop Fall, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, et M. Mamadou Won Mao,
sociologue et coordonnateur de la plateforme de la promotion des droits humains. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. CAN U17 de football, le Sénégal est dans la dernière ligne droite de sa préparation. Du 29 avril au 19 mai, l'Algérie abrite cette Coupe d'Afrique des Nations réservée à cette catégorie cadette. Le Sénégal s'y prépare d'ailleurs. Les protégés de Serigne Saludia ont livré hier un match amical contre les U20 du Sénégal. Ils ont été dominés par 2-0. Voici la réaction de l'entraîneur. C'est un match qui se joue sur ce qu'on appelle la gestion des émotions. C'est des enfants qui viennent, qui rencontrent un peu des U20 qui sont champions d'Afrique. Des garçons qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1, eux ils jouent en U17 même dans les académies. On n'a pas pu surmonter dans cette gestion sur le plan émotionnel. Maintenant, ce stress, au lieu que ça les bonifie, ça les a un peu inhibés au début. C'est pour ça, dans 15 minutes, on a pris 2 buts. Mais je pense qu'on a su rectifier, on a su remettre en place un peu les gosses. On a les mis sur les rails et au bout, en deuxième minute, on peut dire qu'on a fait 0. Donc ça veut dire que c'est encourageant pour la suite. Et en face, il n'y avait pas n'importe qui, il y avait des champions, il y avait des garçons qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1. Je pense que la préparation est finie là, on va aborder la 4e phase qui est un peu plus ou moins de la compétition. Normalement, on devait être en Tunisie, malheureusement. Alors on va quitter vendredi pour partir. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était un match qui était important pour nous. Parce qu'après la première phase, ponctuée par 2 matchs amicaux contre Cameroun gagnés, la deuxième phase, 2 matchs perdus, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient Voilà, à l'instant donc, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Serigne Saludia, de l'équipe nationale U17, en partance pour l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. C'est du 29 avril au 19 mai prochain. Le Sénégal, pour rappel, Souleymane, partage son groupe avec le pays hôte, l'Algérie, le Congo et la Somalie. Ce soir, la Ligue Europa prend le relais de la Ligue des Champions. C'est avec les quarts de finale. Retour au programme à 19h. AS Rome Feyenoord. Lors de la manche allée, les Néerlandais de Feyenoord l'avaient remporté sur le score d'1-0. Tout est à refaire entre l'FC Séville et le Manchester United à l'aller, 2 buts partout. Le Sporting Portugal devra remonter un handicap d'1 but face à la Juventus de Turin qui à l'aller avait parvenu donc à battre l'équipe portugaise. US Saint-Gilloise, donc Union Saint-Gilloise de la Belgique, cela reste la surprise donc dans cette compétition. Accueillis ce soir à 19h les Allemands de Bayer Leverkusen. Lors de la match aller, les 2 équipes avaient fait match nul, 1 but partout. À noter que nous connaissons donc depuis hier l'affiche des demi-finales de la Ligue des Champions qui mettra aux prises le champion en titre, le Real Madrid, à l'équipe de Manchester City. Et puis un derby 100% italien, 100% milanais entre Milan AC et l'équipe de l'Inter. À noter que ces demi-finales sont prévues très prochainement, Souleymane. Handball, Challenge Trophy, entrée en matière réussie des Lioncelles au tournoi de Bamako. Oui, les Lioncelles, notamment chez les moins de 20 ans, ont battu hier le Maroc par 43-18. À l'instant donc, pour le deuxième match contre la Sierra Leone chez les moins de 18 ans. Le Sénégal a également battu hier le Maroc par 28-14. Ce jour, les Lions sont exemptés. Chérif Tal est l'entraîneur du Sénégal. Il se réjouit de cette victoire des siennes. On a entamé le tournoi avec une victoire. On a fait une première mi-temps un peu compliquée. Les filles étaient très crispées. On n'a pas déroulé un premier mi-temps. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, on ait au vestiaire qu'on les a tenu un discours vraiment combattants. Ils sont revenus en deuxième mi-temps plus sérieux, plus concentrés et gagné tous les duels et joué comme d'habitude. Donc on va faire nos comptes, on a déroulé et puis pas de problème, les filles ont fait un match exceptionnel. Donc on va essayer de préparer le deuxième match demain pour essayer de compter encore, faire le maximum de victoires pour aller au bout, quoi. Du hand, on passe au basketball, mais cette fois-ci dans les salles, puisque Pathé Keita, comme annoncé hier, a déposé sa candidature au poste de président de la Fédération sénégalaise de basketball. L'actuel président de Guédiawaye Basketball Academy aura comme concurrent Babacar Ndiaye, le président sortant. À l'issue de son dépôt de candidature, il s'est prononcé là-dessus. Nous allons écouter Sodekiam Kilajon. C'est officiel, Mamadou Keita est désormais le candidat de la Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de basketball. Il revient sur ce qui motive sa candidature. Babacar a été élu en 2015. Moi, je faisais partie de ceux qui le soutenaient avec mes propres moyens. Pratiquement, s'il connaît la zone sud, c'est grâce à moi. Il a été réélu en 2019. Babacar l'a procédé par des manœuvres pour écarter certains, croyant qu'il voulait prendre sa place. Les rapports financiers qui n'étaient pas certifiés, la non-présence de commission
cher au compte, la qualité de l'organisation du championnat de D1, la qualité de l'organisation du championnat de D2. J'estime que c'est le moment quand même. Le président de Guédiawaye Basket Academy ne se fait pas de soucis pour sa campagne. Mamadou Keïta rassure. Je ne me contenterai pas de mobiliser les présidents de ligue, les convoquer dans une salle, faire des offrandes et sortir dire que tel département est avec moi ou tel. J'irai au niveau de tous les terrains qui existent. J'irai voir les clubs là où ils sont. Je l'ai fait à Ziguinchor. De Cabrousse à Bilingara, j'ai fait tous les terrains de basket. Je connais quels sont les problèmes des clubs. C'est important de les voir, l'état de l'infrastructure, le niveau des techniciens. Parce que pour former, il faut être un bon formateur. Le candidat de la CRBS dit faire confiance au comité mis en place pour l'Assemblée générale élective. Parce que c'est des gens qui sont neutres. Nous avons fait au président du comité électoral. Et nous savons que si le droit est dit et appliqué rigoureusement, beaucoup de gens ne participeront pas à ces élections, dont le président Babacar Ndiaye. Mamadou Keïta est inspecteur principal du Trésor, manager sportif. Il fut capitaine de l'équipe de basket de la police, capitaine également de l'équipe de la douane, ancien capitaine de la sélection nationale universitaire, mais également ancien commissaire de FIBA Monde. Soretia, merci à préciser que l'Assemblée générale élective à la Fédération sénégalaise de basketball est prévue pour le 27 mai prochain, Suleiman. La date est bien notée et retenue. Merci Chartidiane Diagne. C'est la fin de ce journal des sports à 12h31. RFM Reportage. Reportage Ramadan, tatouage, make-up, faux cils, faux ongles. Les femmes veulent se faire belles le jour de la Korité, mais ces produits sont-ils de qualité? Et beaucoup se posent des questions. À l'approche de la Korité, justement, Fatou s'est intéressée à ce sujet. Voici son reportage. L'esthétique à tout prix aujourd'hui chez les jeunes filles. Moira, une jeune lycéenne, ne compte pas déroger à la règle pour la fête. Le but, se faire beaucoup plus belle. Pour cette fête, je compte faire des cils, farage, ongles et autres pour me faire belle. J'adore cette beauté artificielle en moi. Make-up, tatouage, faux cils sont prisés, mais Doukara, gérante d'un salon au cœur de ville, opte pour le naturel. Cette nouvelle tendance des filles est récurrente, mais moi, j'aime la simplicité. Eh oui, le naturel. Et Yankoba Kamara est esthéticien. Le natif de Kaolack s'active dans ce domaine depuis 10 ans. Il souligne que c'est une nouvelle tendance chez les jeunes filles. Fait plus de 10 ans. J'ai fait 10 ans dans ce métier, mais les filles sont vraiment artificielles maintenant. Il n'y a rien de mal. Des produits pour ces tatouages et autres peuvent être nuisibles à la santé. L'esthéticien interpelle ses camarades sur les risques. Les produits sont différents sur le marché, mais attention aux risques. Pour l'occasion, j'interpelle mes camarades sur l'utilisation. De plus en plus, la beauté artificielle gagne du terrain et nombreuses sont les filles qui en font usage. Les goûts varient d'une personne à une autre. L'essentiel est de se faire belle, attirante. Fatou Mbow, Kaolack, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. Enduro vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Youssouf Bodian. Bonjour. Idrissa Seck fait la une de la plupart des journaux parus ce matin. Le président du Conseil économique, social et environnemental, confronté à une fronde de la majeure partie des membres du bureau. Les membres de l'APR bloquent le CSE selon l'Observateur qui parle de crise au sommet de l'État. Les institutions de la République à l'épreuve des combats politiques. Ces remous au sein de la majorité intéressent également Le Soleil qui nous informe que le CSE est bloqué par 8 membres du bureau sur 12. Idrissa Seck dit avoir saisi le chef de l'État pour dénoncer une rébellion selon le quotidien national, ce qui fait dire au journal Le Quotidien qui dit se plaint chez Macky Sall. Besbi Le Jour en déduit qui dit perd le contrôle, dénonce un acte grave de rébellion et interpelle Macky. Justement à propos de cette rébellion contre Idi, Walf Quotidien décèle des erreurs cliniques qu'il liste dans sa livraison du jour. Idrissa Seck qui s'est attaché les services d'un lobbyiste à Washington à quelques mois de la présidentielle nous dit Source A qui donne les détails du contrat. Selon le journal, il a été signé le 10 avril, soit 4 jours avant la déclaration de candidature du patron de Rewmi. La parole à un de ses anciens collaborateurs, Oumar Sarr, qui désigne Idrissa Seck dans le journal L'Info et déclare, je cite, « Je désapprouve la forme inélégante et l'allure cavalière d'Idi qui suscite des réactions qui, si on ne met pas un terme, pourraient nuire à la cohésion. » Fin de citation.
En effet, lors de sa dernière conférence de presse, Idrissa Seck s'était attaqué à l'ancien président Abdoulaye Wade. Le PDS répond par le mépris selon Direct News, qui estime que le président de Rewmi a été à la fois railleur, violent et parfois discourtois à l'encontre de son ancien mentor et son fils. Justement, Karim Wade, qui s'est inscrit sur les listes électorales, il est exclu par l'article 29, s'exclame Enquête, qui d'ailleurs s'interroge sur la conformité de cet article du Code électoral avec la Constitution. En perspective de la prochaine présidentielle, Rewmi Quotidien s'intéresse aux arrestations en série dans les rangs du parti de Sonko et se demande si Pastef est réduit à sa plus simple expression. Sitor Ndour, lui, peut désormais s'exprimer librement puisqu'il a été acquitté au bénéfice du doute suite à des accusations de viol. En revanche, le bout du tunnel semble encore loin pour les administratrices des groupes Facebook Néné Touti et Kaïma Dele. Libération fait les échos du rapport accablant de la division spéciale de cybersécurité qui a reçu 34 plaintes, dont celle de maître Ciré Clédor Ly. 5 personnes ont été présentées hier au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, diffusion de données à caractère personnel, extorsion de fonds, entre autres. Bientôt la fin du Ramadan et on va vers une Korité à très haute tension pour Gorgorlou selon Tribune, qui évoque la cherté des prix et le dictat des commerçants qui gâchent la fête. Le marché dans tous ses éclats selon Sud Quotidien, qui fait le point sur les ingrédients qui vont dans la préparation du repas de Korité, le marché des tissus entre autres. En tout cas, la cherté du poulet et de la viande entre les familles selon l'AS. La star du football sénégalais, lui, fait la une de Record qui parle du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City. Sadio, 30 minutes prometteuses, titre le journal. De son côté, Stade fait un focus sur ces Lions qui réalisent une saison de rêve en Europe. Parmi eux, Iliman Ndiaye, Habib Diallo ou encore Lamine Camara. Sunu Lamb évoque ce duel inédit prévu le 21 mai prochain et titre Franc Forza vers un règlement de compte de feu. Bonne lecture à tous. Enduro vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? – 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Ce 20 avril, journée nationale du talibé au Sénégal, nous saisissons l'occasion pour nous arrêter sur la problématique de la mendicité des enfants au Sénégal. Pour en parler, nous espérons avoir tout à l'heure la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, Madame Diegui Diop Fall. En attendant, nous sommes avec Monsieur Mamadou Won Mao, sociologue et coordonnateur de la plateforme pour la promotion des droits humains. Monsieur Won, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, la journée de l'enfant talibé célébrée, la journée nationale du talibé célébrée au Sénégal aujourd'hui. Le problème principal auquel nous voudrions nous adresser aujourd'hui, c'est la mendicité des enfants. Beaucoup d'initiatives ont été lancées pour le retrait des enfants de la rue, notamment des enfants talibés qui mendient. Quel est le bilan du point de vue des organisations de la société civile, en attendant que Mme Diegui Diop Fall nous dise ce qu'il en est du point de vue de l'État? Je vous remercie tout d'abord. Bon, mon nom c'est Mamadou Wan Dumao. D'abord c'est saluer quand même le fait que jusqu'à présent, le 20 avril, il y a quand même des Sénégalais et des Sénégalaises qui pensent à ces enfants-là, qui vivent une tragédie depuis très longtemps, avant l'indépendance, et ça continue jusqu'à nos jours malheureusement. C'est un phénomène insupportable. Si aujourd'hui vous faites le tour de la ville, vous allez voir partout ces enfants-là, dans des conditions
inhumaine. Ben justement, Donc, il y en a de plus en plus, hormis l'effet grossissant du mois de Ramadan, bien naturellement. Est-ce qu'on peut parler d'échec de toutes les initiatives qui ont été lancées pour atténuer le phénomène à défaut de l'éradiquer? Non, oui et non. Oui, parce que le phénomène, il est là, on n'a pas besoin, c'est à ciel ouvert. Hein. Donc, puisque toutes les stratégies qui ont été mises en place jusqu'à présent, c'était quand même pour apporter une réponse, que les enfants soient retirés dans la rue, qu'ils soient réinsérés dans leur famille et leur communauté, et qu'ils continuent à prendre l'enseignement coranique dans des conditions de dignité et dans des conditions qui répondent à des normes, de normes de sauvegarde de l'enfant. Dans un pays, à mon avis, qu'on dit un pays démocratique, dans un pays où on parle, à mon avis, d'un logiciel de générosité, de solidarité active, accepter cela, c'est quand même quelque chose qui nous conduit à la deuxième réponse, c'est l'échec, malgré les stratégies de retrait. Il faut retirer les enfants de la rue. On ne peut pas... C'est pas ça qui est remis en cause. Ce qui est remis en cause, c'est qu'à chaque fois, le gouvernement recule devant la pression des secteurs les plus réactionnaires de notre pays, qui se cachent derrière quelque chose, à mon avis, qu'on peut appeler derrière des idéologies ou derrière des représentations qui ne sont même pas en cohérence avec l'islam. Les représentations de l'enfant qui doit souffrir, les représentations de l'enfant qui doit être dans la rue, dans des contextes urbains, en train de manquer et forcé de rapporter de l'argent. Et j'insiste sur le mot forcé de rapporter de l'argent. Ça, c'est de l'esclavage. Ça veut dire que ces enfants-là, on utilise leur force de travail pour gagner de l'argent. Et on sait très bien que les Sénégalais donnent beaucoup dans la rue. Les Sénégalais donnent énormément, mais d'une manière indisciplinée. Particulièrement durant ce mois de Ramadan, on reviendra là-dessus. C'est un amplificateur. Exactement, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Nous avons la chance d'avoir Madame Diegui Diop Fall, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. Madame Diegui Diop Fall, bonjour. Bonjour. Alors, je vous pose la même question. Après toutes les opérations de retrait des enfants de la rue, des enfants mendiants notamment, quel est le bilan qu'on peut tirer? En tout cas, l'impression que l'on a, c'est que c'est un travail de Sisyphe qu'on recommence chaque fois et malgré tout, le phénomène s'amplifie. Quels sont les chiffres que vous avez et qu'est-ce qui explique cette impression d'éternel recommencement? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer avec les Sénégalais ou en compagnie d'un doyen, le doyen Mbap Mao, qui est un père fondateur, si je peux m'exprimer ainsi, de l'écosystème qui tourne autour de la protection de l'enfant. À chaque fois, je suis un peu étonnée que les journalistes, ce qui les intéresse, c'est les chiffres. Des fois, ça peut traduire, parce que à chaque fois, ça peut traduire une réalité, mais aussi, heureusement, vous l'avez dit, nous sommes en sciences humaines parce que c'est des choses qui concernent le comportement. C'est-à-dire des jeunes, des enfants, qu'on a bien délimité au niveau de notre constitution ou bien du code de la famille, c'est de 0 à 18 ans qui sont en situation de rue. Et en situation de rue, ce n'est pas seulement les enfants talibés, non, parce que ça donne une connotation religieuse et qui est péjorative, mais des enfants aussi étrangers et des enfants qui sont sous le coupole de leur mère, qu'on peut appeler par exemple l'exploitation de l'enfant. Et il y a plusieurs façons d'exploitation et c'est prohibé par la loi. Ce que je peux dire, c'est qu'avec le Covid-19, je m'excuse de l'état de ma voix parce que c'est pas grave, on vous entend très très bien. Merci beaucoup parce que d'habitude j'ai un débit beaucoup plus vif.
Non, c'est parfait, allez-y, continuez. Donc, avec le Covid-19, on a eu à faire sortir beaucoup d'enfants dans la rue, qu'on a ramenés au niveau de la région, au niveau de la région, je veux dire, du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région, Guinée-Bissau, Gambie, Guinée-Conakry, entre autres, pour vous dire qu'au-delà des Sénégalais, il y a aussi des étrangers qui sont là. Et même, il y a eu une opération de sécurisation d'enfants et de noyaux familiaux nigériens, de retrait et de réinsertion de 1106 personnes, dont 631 étaient des enfants qu'on a eu à faire l'année dernière. Vous tous, vous étiez présents. Ensuite, mais justement, on a l'impression qu'ils sont revenus en nombre dans les rues de Dakar avec des enfants portés sur le dos ou dans les bras, ce qui est, vous le disiez tout à l'heure, une forme d'exploitation des enfants aussi. Absolument, parce que l'exploitation des enfants, on peut le traduire comme ça. Il y a l'exploitation sexuelle, entre autres. Donc, il y a tous les dangers dont les enfants bravent du jour au lendemain au niveau des rues. Maintenant, il y a des problèmes. Sur le plan juridique, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont des gens qui ont le droit d'aller et de venir. C'est-à-dire des gens qui viennent de la sous-région, par exemple. Hier, dans le cadre du programme de retrait même, on a eu à renvoyer des enfants ressortissants de la Guinée-Bissau qui étaient dans le centre de Gindi et Empire des enfants et du centre premier accueil. C'est ce mardi 18 avril qu'on a ramené ces enfants avec RAO. On en avait 19. Il y a 2 mois, on en avait rendu 23. Il y a 3 mois, on en avait rendu 34. Pour vous dire que l'État n'est pas dans le conjoncturel, mais dans le structurel. Chaque jour, on fait sortir des enfants. Ils sont de la sous-région, d'abord, je me pense sur eux, avant de parler du Sénégal, qui ont le droit d'aller et de venir, parce qu'ils font partie de l'espace CEDEAO. Mais s'ils viennent ici, on doit regarder est-ce qu'ils sont en conformité avec la loi. S'il y a l'exploitation, on est en train de sévir, parce que les gens qu'on avait ramenés de Niger, c'est des gens qui ont été condamnés. Parce que la loi est claire là-dessus. Quiconque qui organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit, embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou contribue de le faire est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs en 2 millions de francs. Cependant, il y a toujours des gens dans la rue, des enfants dans la rue. Comme la lutte contre la pauvreté, il y a toujours encore des pauvres. Comme la lutte contre le sous-emploi des jeunes, il y a toujours des jeunes qui n'ont pas d'emploi, même si des politiques ont été dégagés. Par là, je voudrais juste attirer l'attention des uns et des autres. C'est qu'il faut qu'il y ait un changement de comportement. Au-delà des étrangers qui sont là, nous qui sommes femmes, nous qui sommes responsables de nos enfants, nous qui sommes responsables, gardiens du temple, c'est-à-dire gardiens de l'islam. Parce que le Coran, ceux qui sont là-bas, c'est comme le séminaire, ceux qui sont au niveau de l'église. Ces enfants méritent d'être protégés. Ces enfants ne méritent pas d'être exploités. Il faut qu'on en parle. Mais justement, l'administration touche à ces gens. Vous l'avez vu, on avait fait ici un fatwa contre les Salidjobtiens pour faire des salatul fatiha, faire des hadjakum ou je ne sais pas quoi, pour dire que l'islam est menacé ici dans notre ville. Et vous voyez des populistes qui sont là, des gens qui sont pour la théorie du chaos. Mais vous nous direz ne respectent pas les marabouts. Alors, vous nous direz très brièvement tout à l'heure ce qu'il y a lieu de faire, s'il ne faut pas changer de fusil d'épaule. Mais avant cela, Mamadou Wane, tout aussi brièvement, si vous le pouvez, puisqu'il ne nous reste que 2 minutes, justement, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de sensibilisation? Quels sont les messages clés et efficaces qu'il faut envoyer pour que on change de comportement aussi du côté de ceux qui donnent, c'est-à-dire du grand public? Oui, merci beaucoup. Je salue Madame la directrice, la protection des droits de l'enfant. Mais moi, je dirais tout simplement ce qu'il faut faire, c'est d'abord continuer à retirer les enfants. Ça, le gouvernement... Mais vous avez entendu les chiffres des quelques dizaines, alors que le phénomène est autrement plus significatif, plus important. Non, mais le problème, on ne va pas faire des rafles massives. C'est-à-dire, on ne va pas faire... à mon avis, c'est des dynamiques. Et la dynamique, elle est enclenchée à partir d'une volonté politique de retirer les enfants. La société sénégalaise également, comme vous dites, doit faire partie de ce combat de libération. Et j'insiste beaucoup, combat de libération. Parce qu'il faut libérer les enfants entre les mains des gens qui les maltraitent, qui les exploitent économiquement. Il ne faut pas qu'on accepte l'argumentaire pseudo-religieux. C'est pas vrai. L'islam, c'est pas ça. C'est pas ça le visage de l'islam. Donc, il faut revenir à un humanisme. À mon avis, il faut afficher, parce que la société sénégalaise doit afficher un humanisme de protection de l'enfant. Et dans ce cadre, il faut que les gens cessent de donner. Personne ne leur empêche de faire de l'aumône.
Mais essayons d'organiser ça sous forme de zakat, je ne sais pas comment, sous forme de maison, sous forme d'approche qu'il y avait socioculturelle, comme à l'époque à Saint-Louis. La ville de Saint-Louis, historiquement, dans son passé, a pu s'organiser pour recevoir les marabouts et les maîtres coraniques et les enfants talibés qui venaient du Fouta, qui venaient de la Mauritanie et ailleurs. Malheureusement, les gens ne donnent pas que de l'argent. Je suis désolé, il ne nous reste plus de temps. Les gens ne donnent pas que de l'argent, ils donnent aussi du lait, des bougies et des paquets de sucre. Encore, le sucre, ça se consomme, mais il y a d'autres offrandes qui n'ont rien à voir avec la générosité, bien naturellement. C'est dommage, mais ça, malheureusement, c'est le syncrétisme de la culture sénégalaise où on mélange beaucoup de choses. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Le dernier mot à vous, Madame Diegui Diop Fall, sur les changements, les ajustements stratégiques à apporter justement pour contourner toutes ces difficultés, dont celles que vous avez évoquées, les attaques personnelles contre ceux qui promeuvent les droits des enfants. Absolument, parce qu'on attaque le chef suprême de l'armée, M. le Président Macky Sall. On l'attaque à chaque fois, on dit que le gouvernement a une politique de déstabilisation et on sait que quand même c'est de la démagogie ou à la limite même c'est du populisme. Mais je voudrais vous dire le retrait des enfants en situation de rue. D'abord, il y a le maraudage qui est fait. Ensuite, on ne peut pas faire un rafle massif parce que ça va causer des problèmes, parce qu'il y aura un effet boomerang. Mais on est obligé de retirer quelques-uns dans la rue. Et quand on retire, on identifie. Et c'est très difficile. L'identification même peut prendre 1 mois. L'enfant peut te refuser de dire son nom. Il faut refuser de dire d'où est-ce qu'il vient. Après, quand on identifie l'enfant, on sait qui c'est. On va identifier la famille. Si on identifie la famille, des fois, on va retrouver des familles qui refusent de reprendre leur enfant. On négocie avec ces gens-là. On trouve des financements. On essaie de voir le pourquoi l'enfant a fugué. Le pourquoi l'enfant ne peut pas être pris en charge dans la famille. Et ensuite, on fait la prise en charge de l'enfant. Durant un moment, 1 à 2 mois, l'enfant est à Dakar, au centre Guindi, ou bien au SOS Village, entre autres. On prend en charge cet enfant. On lui cherche des kits vestimentaires, des kits alimentaires et des kits hygiéniques pour qu'on puisse ramener ces enfants. Et il y a eu des daras qui ont été prises en charge, dont 75 daras avec 4 999 filles, 9 207 garçons. Pour vous dire qu'il y a une politique qui est dégagée, il y a une stratégie qui est dégagée. Cependant, l'État, lui seul, ne peut pas gérer l'éducation d'un enfant, non. L'État instruit, il y va de sa mission régalienne. L'éducation d'un enfant revient à la famille, qui doit être la première cellule d'éducation d'un enfant. Je lance encore un appel. Merci. Aux femmes, nous femmes qui donnons au monde, nous femmes qui donnons la vie, nous avons une responsabilité vis-à-vis des enfants. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société et nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'un enfant, ce n'est pas parce qu'on le veut et qu'on l'a. On le veut, on le demande. Et le vœu est exaucé. Merci. Donc, notre responsabilité, c'est de prendre en charge ces enfants. Merci, Madame Diegui Diop Fall, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, et Mamadou Wan Mao, sociologue, coordonnateur de la plateforme pour la promotion des droits humains. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awambaye à la mise en onde Alioune Ba. Digital Yassine Pouy à la production Abdou Cham. À 13h, le grand journal en Wolof vous sera présenté par El Hadj Ndiogou Diène. Tout de suite, Allô Président. Excellente suite des programmes. Au revoir.